Les Russes menteurs ont été élevés dans l'idée que le tsar, le petit père, le tsar-père, est bon et bienveillant, et que si des malheurs surviennent, ce sont les autres qui en sont responsables. Les boyards, donc, ce sont eux, et non le tsar, qui doivent aller à l'échafaud. Cela se produit à chaque fois que le tsar rencontre des problèmes. C'est le boyard qu'on jette sous le bus. De plus, plus le problème est grave, plus la personne accusée et punie doit être haut placée, pour ainsi dire. Quelle doit être la gravité du problème pour que Lavrov, qui a servi Poutine loyalement et fidèlement, soit sacrifié? Cela fait déjà 21 ans, il me semble. Oui. Donc ils ont écarté Shoïgu de la hache pour ne pas avoir à le jeter sous le bus. Je ne sais pas pourquoi c'était justement lui qu'on ne pouvait pas sacrifier, mais ils ont mis un autre ministre à sa place. Donc s'il y a des problèmes, c'est lui qui en prendra plein la figure. Ainsi, les chefs du renseignement peuvent être jetés sous le bus ou le train, je ne sais pas. En ce qui concerne la politique étrangère, personne ne comprendra vraiment pourquoi. C'est pourquoi le ministre est parti et a marché sur les affaires étranges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'aussi énorme? Quoi? Il a fallu qu'une personne aussi proche de Poutine soit présentée comme exemple. Donc, comment on appelle ça déjà? Scapegoat en anglais, et en russe, probablement ce bélier ou ce bouc émissaire. D'accord, il s'est passé ce qui devait arriver. Donc c'est la 4e année de la guerre, et il n'y a pas de victoire sur un adversaire qui, au départ, était bien plus faible. Il n'y a de victoire ni sur le front, ni dans les relations internationales, ni dans la communauté internationale. L'Europe a déjà annoncé qu'elle cesse d'acheter des hydrocarbures russes. L'Inde et la Chine ont déjà réduit leurs achats, et il semble qu'ils vont encore les réduire. Les 3/4 de la flotte pétrolière achetée en secret ont été découverts sous sanction, et elle ne peut pas obtenir, disons, l'assurance de la cargaison, sans laquelle il est incroyablement dangereux de prendre la mer. Elle ne peut pas entrer dans les ports, pour des réparations si nécessaire, elle ne peut pas non plus entrer dans les eaux de la plupart des pays, elle doit donc naviguer dans les eaux internationales neutres. Poutine, donc, s'est envolé pour l'Alaska, il y est allé, il s'est envolé pour l'Alaska, et bon, la stratégie de temporisation était clairement l'œuvre du ministère des Affaires étrangères. La princesse a sanctionné Lukoil, alors que Rosneft et Gazprom l'étaient déjà. Et en plus, la rencontre à laquelle Poutine comptait à Budapest a été annulée par Trump. Le pays manque d'argent pour les programmes sociaux, donc, pour calmer le peuple. Je ne pense pas que Poutine se soucie beaucoup du bien-être du peuple, mais il pense bien sûr à le calmer. Les cercueils arrivent donc en flux continu, sans s'arrêter, en provenance d'Ukraine. Les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud n'ont pas réussi à ébranler le dollar. L'alliance avec la Chine et l'Inde existe sur le papier, mais l'idée c'est de jouer sur les deux tableaux. Et à l'intérieur de la Chine, il se pourrait bien qu'ils décident, pour la paix, de laisser tomber la Russie pour plaire aux États-Unis. Il faut bien que quelqu'un soit coupable de tout ça, et bien sûr ce ne peut pas être le tsar, lui qui est à moitié Dieu, lui, Vladimir Vladimirovitch. Poutine est en état de panique totale et sa paranoïa vient tout juste de faire sa plus grande victime. La crise a commencé par un simple coup de téléphone raté. Désormais, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe et proche de Poutine depuis 21 ans, est la dernière victime de la chute du Kremlin. Lavrov est désormais le bouc émissaire officiel pour l'effondrement de l'économie russe et l'annulation du sommet Trump-Poutine prévu. Le mensonge est simple. La Russie échoue non pas à cause de Poutine, mais à cause des politiciens corrompus qui sabotent ses ordres. Désormais, la question est claire pour chaque fonctionnaire russe. Qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Le bio. Le tsar est bon, les boyards mauvais. Tout a commencé avec une liste d'exigences que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a envoyée au secrétaire d'État Marco Rubio. D'après le Financial Times, ces exigences ont suivi d'un jour l'accord téléphonique entre Trump et Poutine pour se voir à Budapest. Le but de cette rencontre devait être de discuter de la manière de mettre fin à l'invasion russe en Ukraine. Au téléphone, Poutine a suggéré être prêt à discuter de la paix si les États-Unis ne livraient pas de Tomahawk à l'Ukraine.
Je ne sais pas à quel point ces informations sont exactes, mais disons, croyons-les, ne serait-ce que pour comprendre le licenciement potentiel de Lavrov. Je préviens tout de suite que, malgré une certaine ressemblance et le fait que nous soyons nés presque en même temps, Lavrov et moi ne sommes pas parents. Et encore moins des jumeaux monozygotes. Comme cela m'a été demandé plusieurs fois, non, Lavrov n'est ni mon frère, ni mon beau-frère, ni mon cousin, ni ma sœur. Au fait, si vous voulez recevoir plus de contenu de qualité, cliquez sur la cloche et le contenu vous parviendra comme sur des roulettes. Parce qu'on me dit parfois que je disparais soudainement pendant 2 ou 3 semaines. D'habitude, je fais 2 épisodes par jour, dont un le dimanche matin en direct, et les autres sont publiés à une heure précise. À 10h, c'est à Los Angeles dimanche, c'est un direct avec questions et peut-être des réponses sur Elic. Alors, après avoir établi que Lavrov et moi ne sommes pas la même personne, ni même des clones, poursuivons dans les couloirs du pouvoir du Kremlin. Poutine parle à Trump au téléphone. Réglons la question de la suspension de l'envoi des armes les plus récentes à l'Ukraine et discutons des conditions de la fin de la guerre. Donc, elle l'a remarqué, dit Trump. Peut-être pas avec ces mots, mais c'est l'idée. On se retrouve en Hongrie et on en discutera. Après cela, Lavrov envoie une note pour demander « De quoi allons-nous parler ?» dans laquelle est énuméré tout ce que la Russie exigeait de l'Ukraine depuis 2012. Avant cela, lors de leur rencontre, il lui avait exposé tout cela. Rubio, stupéfait, a demandé un résumé écrit qui lui a été envoyé. Trump, après lecture, a répété « Je n'ai pas l'intention d'attendre plus longtemps ». Et alors, les sanctions contre les compagnies pétrolières ont commencé. La pression sur les acheteurs s'est accentuée. La Turquie a refusé les produits pétroliers russes. L'Ukraine se prépare à recevoir des Tomahawks. Au début de la formation des militaires ukrainiens pour travailler avec eux Mais quelques jours plus tard, le ministre des Affaires étrangères de la Russie a envoyé un mémorandum soulignant les mêmes exigences que Poutine avance depuis déjà 3 ans et demi. Ces exigences comprenaient des concessions territoriales, une réduction significative des forces armées ukrainiennes et des garanties que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'OTAN. Pour les États-Unis, ce n'était pas une discussion, c'était une perte de temps, parce que ce que demande la Russie, ce n'est pas la paix, c'est une demande de capitulation de l'Ukraine. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont annoncé des sanctions sans précédent. Ils ont complètement bloqué la vente de pétrole des 2 plus grandes compagnies pétrolières russes et maintenant les exportations russes sont en déclin. C'est pas moi, c'est le renseignement américain. Écoute. Je voulais savoir si vous aviez des mises à jour concernant les sanctions sur le pétrole russe. Nous voyons des informations selon lesquelles les exportations ont considérablement diminué. À votre avis, comment cela pourrait-il influencer la guerre en Ukraine ? Les intérêts des États-Unis et de vos partenaires ici ce soir. Merci. Je peux dire que les exportations russes ont fortement baissé. Nous aimerions simplement voir la fin de la guerre. Nous voudrions vraiment voir la fin de cette guerre. Tant de personnes meurent, beaucoup de soldats russes meurent. Donc nous pensons qu'à un moment donné, ils deviendront très intelligents et feront en sorte que, oui, les exportations russes ont considérablement diminué. Nous voyons que l'économie russe connaît déjà des difficultés. Et le plus drôle, c'est que, officiellement, les sanctions n'entrent en vigueur que le 22 novembre. C'est parce que les États-Unis ont annoncé les sanctions le 22 octobre et ont donné à chaque entreprise dans le monde 1 mois pour rompre tous les liens commerciaux avec les entreprises qui étaient sous sanctions. Eh bien, seulement quelques semaines après l'annonce des sanctions, les liens commerciaux étaient déjà rompus. Et Poutine savait que cela allait arriver. C'est précisément pour cette raison que quelques jours seulement après que les États-Unis ont annoncé les sanctions, la télévision du Kremlin a commencé à diffuser un message mystérieux. J'ai couvert cela il y a 12 jours et écouté ce que disait la télévision du Kremlin. Nous avons en fait un État faible. Quoi ? Sur la principale chaîne zombie de Russie, dans l'émission du principal expert zombie de Russie, il a été déclaré que la Russie que c'est un État faible. Et Solovyov n'a pas arrêté, n'a pas baissé le rideau, n'a pas coupé la diffusion. Eh bien, peut-être qu'il savait qu'ils allaient le dire, peut-être qu'on lui a soufflé, ou peut-être qu'on lui a ordonné, peut-être que les petits Poutines veulent faire passer quelque chose à la population. En réalité, notre État est faible. Il est faible. Il a été créé pour être faible. Créé dans les années 90 pour permettre à un oligarque ou à toute personne d'influencer le fonctionnement futur de l'État.
Évidemment, il faut maintenant renforcer cet état faible d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de la guerre. C'est-à-dire, Il faut serrer la vis, si j'ai bien compris ce qui a été dit. Il semble que le tsar père ne soit pas responsable de tous nos malheurs. Mais alors, qui l'est-ce? Il ne faut pas attendre pour l'instant. Ce n'est pas l'État qui est faible, mais sa structure qui l'est. C'est l'architecture même de cet État. nous, le pouvoir présidentiel est fort. Voilà où je voulais en venir. Oui, ce soit clair, De quoi nous parlons? L'État sur lequel repose ce pouvoir, cette structure, cette base est faible. Lorsqu'un grand nombre de décrets présidentiels sont ignorés, parce qu'il est plus simple pour les fonctionnaires de ne rien faire, connaissant les conséquences de l'inaction, comme avec les raffineries de pétrole, et ainsi de suite. oui, un pouvoir présidentiel fort, mais la façon dont quelqu'un là-bas, comme dans les années 90, pas Poutine, bien sûr. Il n'était pas encore à Moscou, mais à Saint-Pétersbourg. À cette époque, ils ont créé une structure, ils ont donné trop d'autonomie aux fonctionnaires, aux exécutants. Et c'est-à-dire, en gros, ils leur ont donné trop de liberté à ces salauds. Mais ils sont devenus paresseux et ont commencé à vendre la mère patrie. L'État ne peut rien faire, parce qu'il n'a pas de mécanisme pour obliger ce fonctionnaire à faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de mécanisme pour prendre et forcer ce fonctionnaire. Là-bas, c'est encore pire. C'est Encore plus effrayant. Dans les années 90, nous avons créé des zones sans responsabilité, sans aucun responsable. Nous pensons toujours que les ministères gèrent les secteurs dont ils portent le nom, mais c'est loin de la réalité. les domaines qu'ils revendiquent ne leur correspondent même pas vraiment. Maintenant, c'est l'ancienne et bonne tactique russe du bon tsar et du mauvais boyard. Je vous dis que le tsar est au bon, mais qu'il y a de mauvais oncles et tantes là-bas, comme Gorbatchev, Eltsine, Sobtchak, peut-être même, Dieu nous en préserve. Donc tout est arrangé de telle sorte que les ordres du tsar ne sont pas exécutés. Vous imaginez, ils vous ont vraiment mis des bâtons dans les roues, et à cause de cela, à cause de ce qu'ils ont fait de mal, c'est vous qui en subissez les conséquences. Il y a 2 semaines, la chaîne Business Basics a fait la prédiction suivante. Les politiciens russes feraient mieux de rester sur leur garde, car la télévision du Kremlin reçoit ses directives directement du Kremlin. Pour l'instant, Poutine accuse les politiciens, mais il punira bientôt tous pour ses échecs. Vous voyez, la situation en Russie devient tellement mauvaise que même la propagande d'État ne peut plus l'éviter. C'est pourquoi ils sont obligés d'en parler, car c'est partout. Cela signifie qu'ils devront livrer quelqu'un en pâture au public. Ce ne sera pas Poutine. Je ne veux pas donner d'idées aux politiciens russes, mais tout ce que je dis, c'est que s'ils regardèrent ma chaîne, Lavrov saurait ce qui l'attend. C'est le rapport que nous avons reçu hier. Le Kremlin cherche quelqu'un à blâmer après l'échec des négociations entre Poutine et Trump. Et, selon des initiés russes, la responsabilité a été attribuée au ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Il est désormais le bouc émissaire principal. Ironiquement, Lavrov voulait impressionner Poutine en affichant une position ferme lors des négociations avec les États-Unis, mais il a surestimé ses forces. Il est arrivé non préparé, a refusé tout compromis et répétait les consignes de Poutine sur l'Ukraine. Eh bien, maintenant même, les médias russes se demandent pourquoi il n'apparaît pas à toutes les réunions officielles. Tout récemment, il était absent lors de la grande réunion du Conseil de sécurité où Poutine lançait des menaces nucléaires. La raison pour laquelle cela a autant d'importance, c'est qu'il était le seul membre permanent à ne pas être présent à cette réunion. Et maintenant, comme si cela ne suffisait pas, il aurait aussi été relevé de ses fonctions de chef de la délégation au sommet du G20. Voyez-vous, depuis le début de cette invasion, Poutine ne quitte pas souvent le pays. Cela signifie que ces 3 dernières années, Lavrov a dirigé la délégation russe au G20, ce qui est logique puisqu'il est ministre des Affaires étrangères. Mais il paraît qu'à la dernière minute, son nom a été retiré. Maintenant, si vous voulez connaître mon avis personnel à ce sujet, honnêtement, je pense que c'est une bonne décision. Que la Russie n'envoie pas Lavrov, car voici ce qui s'est passé la dernière fois qu'il est allé au G20. Vous savez, c'est une guerre que nous essayons d'arrêter et qui a été déclenchée contre nous en utilisant l'Ukraine. La suspension de Lavrov a choqué tout le monde, en Russie comme à l'étranger. C'est parce que sa position sur la guerre ne diffère pas beaucoup de ce que Poutine a dit toutes ces années. Mais même dans ces moments difficiles, Lavrov se retrouve attaqué pour avoir dit la même chose que Poutine. C'est une histoire courante. Quelqu'un a dit exactement la même chose que le chef, mais cela n'a pas fonctionné. Pour éviter que le chef ne soit blâmé,
on coupe la tête de celui qui a répété la bêtise avec dévouement. Eh bien, en gros, ce que Lavrov a dit, c'est que l'Ukraine, soutenue par l'Occident, a attaqué la Russie. Et depuis, nous essayons constamment d'arrêter la guerre. Évidemment, la salle a éclaté de rire. C'était une salle en Occident, comme vous pouvez l'imaginer. Mais c'est ce que son chef a raconté, donc Vovka Morkovka. Lavrov, je veux dire, il est ministre des Affaires étrangères de la Russie, à mon avis, depuis la naissance de Jésus-Christ, et depuis, rien d'utile n'est sorti de sa bouche. Alors ne prêtons pas trop d'attention à monsieur Lavrov. Pour Lavrov, cela pourrait être une surprise. Pour beaucoup de Russes déjà fervents partisans de cette guerre, ce n'est pas nouveau. C'est parce qu'en Russie, ces derniers mois, voire pendant toute l'année 2025, on observe une tendance où Poutine arrête non seulement les opposants, mais aussi de nombreux partisans populaires de la guerre dans le pays. C'est parce que les factions rivales à l'intérieur de la Russie se retournent désormais les unes contre les autres. Ces deux factions sont les vétérans propagandistes, étroitement liés à l'industrie de la défense et au Kremlin. On les appelle les loyalistes. Et l'autre faction, qui est en quelque sorte une nouvelle faction, ce sont tous ces partisans ultranationalistes de la guerre qui se font appeler les blogueurs Z. Nous citons souvent ces blogueurs Z dans nos vidéos car ils suivent de près la guerre et fournissent le point de vue russe. Mais en dehors de cela, certains de ces blogueurs Z critiquent publiquement Vladimir Poutine pour la façon dont il mène cette guerre. Je précise, ils ne critiquent pas Vladimir Poutine pour avoir déclenché cette guerre, bien au contraire. En réalité, ils pensent que Vladimir Poutine n'agit pas assez durement en Ukraine. Ils veulent éliminer la nationalité ukrainienne et jugent l'armée russe comme un échec pour ne pas y être parvenu. Eh bien, pour Vladimir Poutine, il n'a pas d'importance que la menace vienne des dissidents ou des ultranationalistes, parce qu'au final, pour lui, ce n'est pas une question concrète, c'est uniquement une question de survie. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a été accusé de sabotage par des responsables du Kremlin après sa conversation avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a fait échouer une rencontre prévue entre le dictateur russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump à Budapest. C'est ce qu'a indiqué le canal Telegram russe Nezigar, citant des sources. Selon eux, après l'annulation du sommet, Poutine a eu une conversation sérieuse avec Lavrov et les responsables estiment que le ministre a commis un acte de sabotage. Lavrov est actuellement visiblement déprimé. Il s'est retrouvé au centre de l'intrigue, cite la chaîne en reprenant les propos de l'une de ses sources. Selon la source, beaucoup sont désormais convaincus que Lavrov suit les traces de Sergueï Shoïgu, qui a perdu son poste de ministre de la Défense de la Russie en mai dernier. L'interlocuteur ajoute que Lavrov a perdu la faveur du chef du Kremlin et qu'il apparaît désormais comme le maillon faible. Pendant ce temps, le ministère des Affaires étrangères du pays agresseur est désormais contraint de faire des fuites publiques pour prouver son innocence dans l'échec de la rencontre entre Poutine et Trump. La chaîne écrit que Lavrov, en adoptant une position ferme lors de sa conversation avec Rubio, pensait exprimer la position de Poutine, mais cela se serait avéré faux. Mais Lavrov a réussi à discréditer le canal de communication Dmitriev-Vitkov aux yeux de Rubio et de Trump, selon le rapport. La visite urgente suivante de l'envoyé spécial du Kremlin, Kirill Dmitriev, à Washington, s'est avérée infructueuse et n'a pas permis d'améliorer la situation. Autrement dit, il y a des soupçons que Lavrov a s'envoyé sa lettre et a dit ce qu'il a dit à Rubio afin d'empêcher Dmitriev de prendre sa place. Disons que sa place est confortable lors des négociations avec l'Amérique. Les médias russes rapportent qu'après une conversation infructueuse avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a conduit à l'annulation du sommet prévu entre Poutine et Trump, Lavrov a soudainement disparu de tous les événements officiels. Lavrov était absent lors de la réunion du Conseil de sécurité de la Russie, où Poutine a chargé d'examiner la question de la reprise des essais nucléaires. Il était le seul membre permanent du Conseil de sécurité à être absent. La Maison-Blanche a récemment déclaré que Lavrov était manifestement fatigué. Ensuite, le Kremlin a porté un autre coup. Lavrov a été démis de ses fonctions de chef de la délégation russe au sommet du G20. Il sera remplacé par le jeune économiste Maxime Oreshkin. Il est manifestement plus proche du cercle actuel de Poutine. Cette décision du Kremlin ressemble à une reddition ostentatoire de l'ancien guerrier.
Lavrov, longtemps symbole de la diplomatie de Poutine, est devenu une figure gênante, trop âgée, trop prévisible et trop étroitement liée aux échecs de la politique étrangère. Aux yeux des Russes et probablement du monde entier, Lavrov incarnait la diplomatie internationale russe, naturellement. Et puisque la diplomatie a échoué, cela signifie que quelqu'un, soit lui, soit Poutine, est responsable. Et Poutine, je suppose, a décidé qu'il valait mieux laisser Lavrov de côté et se jeter lui-même sur l'abri. Lavrov reste officiellement ministre et le Kremlin nie tout désaccord avec Poutine. Mais l'absence de Lavrov à toutes sortes de réunions importantes et d'autres facteurs montrent qu'il est, au minimum, sur la sellette. Et que va-t-il lui arriver s'il ne parvient pas à convaincre Poutine ? Donc ils chargeront quelqu'un d'autre, feront porter le chapeau à une autre personne, puis ce sera la retraite et une sinécure à la Fondation pour la protection des animaux. Oui, ou simplement l'oubli. Peut-être partir rejoindre sa fille, Ekaterina, aux États-Unis, mais très probablement, ils ne le permettront pas. Eh bien, Ekaterina travaille en fait chez Christie's. C'est une maison de vente aux enchères d'art présente à Moscou, Londres et New York, où elle a été fondée. Le départ de Lavrov, s'il a lieu, n'affectera pas la politique étrangère russe. Il changera juste de visage et éliminera peut-être quelques dernières bêtises. Mais donc très probablement cela conduira à un durcissement supplémentaire de la politique, à une diminution du rôle de la diplomatie au profit d'un scénario plus conflictuel vis-à-vis des États-Unis, de l'Europe, de l'OTAN et de l'Ukraine. Mais en réalité, tout dépend de la Chine, qui devient presque le seul pays capable d'influencer réellement les décisions stratégiques de Poutine. Comme par exemple l'éventuelle utilisation d'armes nucléaires ou l'accord sur un traité de paix avec l'Occident. Gardez à l'esprit avec l'Ukraine, mais surtout avec l'Occident. Cependant, les intérêts de la Chine et de la Russie ne coïncident pas toujours. La Chine est intéressée par la prolongation du conflit, estimant que cela affaiblit, pour ainsi dire, les États occidentaux, l'OTAN, l'Alliance, l'Amérique et ainsi de suite. Mais elle ne veut clairement pas que les efforts russes, l'escalade, ce qu'on appelle l'escalade de la guerre et de l'instabilité. Cela peut menacer la paix sur toute la planète et par conséquent les intérêts de la Chine. La Russie s'est retrouvée dans la position de partenaire junior de la Chine, obligée de prendre en compte les orientations stratégiques, donc de l'empire du milieu, et cela oblige. Cela les oblige, pour ainsi dire, à dépendre de la façon dont la Chine mène sa politique envers l'Occident. Et à moins que la Russie ne décide de se jeter dans les bras des États-Unis, la Chine reste, pour ainsi dire, le plus grand fournisseur de la Russie. Disons de l'électronique critique, des composants pour drones. Toute restriction des livraisons en provenance de Chine est un coup porté à l'armée russe et donc à l'économie militaire russe. La Chine dose intentionnellement son aide, tout comme Joe Biden a intentionnellement dosé l'aide à l'Ukraine à son époque. De plus, la Chine le fait afin de... La Russie n'a ni perdu ni gagné. En gros donc, comme Biden avec l'Ukraine, il voulait qu'elle ne perde pas sans qu'elle gagne non plus. Et le marché chinois est le principal débouché pour les ressources énergétiques russes, les céréales, les métaux et les engrais. La Russie vend une énorme quantité d'engrais dans le monde entier. Si la Chine arrête ses achats, ce sera la catastrophe pour l'économie russe. Le départ ou la disgrâce de Lavrov est bien sûr lié à tous ces phénomènes. Bien sûr, Lavrov représentait une certaine politique, approuvée par Poutine. Naturellement, oui. Et maintenant, quand il faut changer de politique, Poutine change le visage de cette politique. Où il la change, en quoi il la change, nous ne le savons pas encore. Soit il se soumet encore plus à la Chine, soit il prend des mesures plus radicales sur le front, comme le souhaitent les nationalistes et les généraux, soit il se tourne vers les États-Unis. Bien sûr, nous ne le savons pas. Et même la nomination d'un nouveau ministre, si Lavrov est vraiment écarté, cela ne donnera pas, en fin de compte, une image claire.
parce qu'il n'y a là-bas aucun responsable qui, disons, dirait, ferait ou appellerait à quelque chose qui ne coïncide pas avec la ligne de Poutine. À l'heure actuelle, je ne parle pas de cette opposition, de l'opposition théorique qui s'est enfuie à l'étranger, comme les acteurs, les chanteurs, les sportifs et ainsi de suite. Mais je pense qu'au début de l'année 2026, disons, dans ces 2 ou 3 premiers mois, nous comprendrons dans quelle direction Vladimir Poutine dirige le navire avec des trous dans la coque, clairement sans pneus et avec des trous, et comment évoluent ainsi les actions militaires en Ukraine. C'est tout. Pour être honnête, le sort de Sergueï Lavrov ne m'intéresse pas beaucoup. C'est juste curieux de voir comment on retrouve le schéma habituel. Le tsar, le bon tsar, le gentil tsar et les mauvais boyards. Il y a toujours quelqu'un à blâmer pour ses erreurs. Comment cela se déroule-t-il en ce moment ? Mais tout de même, malgré tout, nous allons voir certains changements maintenant. Et par maintenant, j'entends encore une fois au début de l'année prochaine, en 2026. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de visiter la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner. Et si quelqu'un souhaite déduire de l'argent des impôts, je parle des Américains, oui, cela va de 200 $ à 200 millions de dollars, nous pouvons accepter votre organisation à but non lucratif et aider vos affaires financières ou votre entreprise, votre société. Au revoir, à suivre.